nous sommes désormais enregistrés, donc il y aura une trace de tous nos échanges à partir de maintenant. Donc après ce petit rappel du déroulé de l'événement, je voulais poser en fait les bases de notre sujet. Donc pourquoi parler ensemble du financement de l'action Océan, Climat, Biodiversité? Avant de rentrer plus en détail, on avait réfléchi donc à la POC, à la manière de définir cette action, qui à notre sens en fait comprend toute action adoptant une vision holistique des liens entre l'océan, le climat et la biodiversité, et qui contribue à une meilleure compréhension et protection des enjeux qui y sont liés. Donc, ce type de projet peut ainsi couvrir des projets de recherche, des activités de terrain, des activités de plaidoyer, mais aussi des projets de fonctionnement, avec une diversité d'objectifs, que ce soit pour une meilleure connaissance des interactions océan-climat-biodiversité, leur reconnaissance par les gouvernements dans le cadre des instances internationales, ou encore la protection, la restauration et la résilience des écosystèmes et des populations. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir autour de la table des acteurs qui financent ces actions et qui mènent une réflexion aussi sur le futur de ce type de financement. Alors pourquoi l'angle du financement? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un sujet qui nous est cher, car c'est, comme je le disais plus tôt, grâce au soutien de nos bailleurs que nous pouvons aujourd'hui mener nos activités en tant qu'organisation. C'est également la première fois que nous consacrons un rendez-vous océan et climat sur ce sujet, qui est pourtant au cœur des enjeux actuels, notamment dans le cadre des politiques internationales. Il y a quelques semaines encore, le secrétaire général des Nations Unies soulignait à l'occasion du SDG Summit le manque d'investissement pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. Je tiens aussi à préciser un des chiffres un des constats qui revient régulièrement, c'est que l'ODD 14, qui est dédié à la vie aquatique, est celui qui reçoit le moins de financement de tous les ODD. Et en parallèle, le Programme des Nations Unies pour l'environnement souligne dans un de ses derniers rapports qu'il est essentiel d'aligner rapidement les politiques, les réglementations, l'activité économique et les financements avec les valeurs de la biodiversité et de l'accord de Paris. Il mentionne également l'importance de la mobilisation des acteurs publics et privés pour combler le déficit actuel du financement. Donc, nous voulions réunir autour d'une table cette diversité d'acteurs. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous en tant qu'experts du financement de l'action Océan, Climat, Biodiversité et en tant que représentant du secteur public et privé. Alors, pour commencer, je vais inviter Thierry Sénéchal et Matteo Bocci à prendre la parole pour nous apporter des éclaircissements sur l'état actuel du financement de ce type d'action. Et je pense qu'on peut, parler. Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très contents, Mathéo et moi-même, d'être avec vous pour partager notre expérience. Je fais pas trop confiance à ma connexion Internet actuelle puisque je vous appelle de Kiev en Ukraine. C'est pour ça que Mathéo est là aussi pour m'épauler dans cette heure et demie que l'on va passer ensemble. Alors, on va parler du financement qui parfois est un sujet un peu ardu, un peu technique. En introduction, je vais peut-être mettre en avant 4 points et Mathéo va ensuite les développer dans sa présentation. Il y avait 4 points qui nous semblaient importants que l'on rencontre un peu partout dans nos études, dans nos travaux sur l'économie bleue, sur la biodiversité et la conservation. Le premier point, c'est effectivement, on constate qu'il y a une montée en puissance des financements à vocation durable. Ça, c'est évident. On ne va pas vous assommer de chiffres, mais on a ces chiffres et effectivement, ils sont très, très forts en ce qui concerne l'économie verte en particulier, ou le climat. Donc, ce sont des sujets qui sont récurrents chez les donateurs, chez les bailleurs, chez les financiers. Par contre, il n'y a peut-être pas suffisamment sur certains sujets. Je pense à la biodiversité, c'est sûr. Je pense aussi au domaine de l'investissement social, où là, on est en décrochage par rapport à du financement climatique. Donc, il faut se poser la question du pourquoi de ce décrochage. Et Mathéo va aborder ces points. L'un des décrochages, ou une des raisons du décrochage, c'est parce que on a mis en place des objectifs très précis pour ce qui est du climat, avec des outils
comme la taxonomie ou le pacte vert au niveau européen. Donc, effectivement, ça facilite la mise en place de certains financements à vocation climatique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire qu'il n'y a pas suffisamment qui est fait au niveau de l'effet de levier. Et quand je parle de l'effet de levier, je parle de la mobilisation du secteur privé. Donc, il y a de gros efforts faits par les bilatéraux, multilatéraux, les gouvernements, des fonds qui se créent au niveau national ou international. Mais l'effet de levier, la mobilisation d'acteurs privés reste toujours difficile, voire problématique. Le troisième point, et là, on ne va pas trop rentrer dans des questions trop techniques, mais c'est vrai qu'il manque, pour les investisseurs privés, il manque d'outils de partage de risques, des garanties au niveau européen ou autre. Et là, on va quand même aborder un tout petit peu le sujet parce que certains sujets de l'économie bleue, du financement de la biodiversité appellent à mettre en place ou à prendre quelques risques qui imposent effectivement certains outils de partage de risques qui doivent se faire. Le dernier point qu'on va aborder, et Mathéo va sans doute en aborder quelques-uns en supplément, le quatrième point, c'est la mesure d'impact, où là, effectivement, c'est un constat général qui n'est pas lié ni à l'économie bleue, ni au financement de la biodiversité, mais c'est de dire, mais comment d'abord on va identifier les projets, et là aussi décrochage en ligne, comment repérer les bons projets et ensuite comment les évaluer, en évaluer l'impact. Alors je sais que l'AFD va aborder ces questions-là parce qu'ils ont un cadre d'analyse des projets qui est très performant. Donc on va laisser peut-être l'AFD dire un peu plus sur ces sujets-là, mais ça nous semblait aussi être un sujet très important. Je vais m'arrêter là pour donner la parole à Mathéo qui va continuer la présentation. Merci. Merci Thierry. Et bonjour et merci à tous et à toutes. Oui, je vais un peu développer cette histoire et Thierry, tu peux t'engager quand tu veux et ajouter si j'oublie quelque chose. Donc, la première slide, c'est vraiment un peu c'est le bout de sujet qui est vraiment de la santé de l'océan. Il y a beaucoup des indicateurs, il y a la possibilité de comprendre l'état de la conservation de l'écosystème. Donc, ici, on a mis des exemples de Ocean Health Index. Il y a des paramètres d'évaluation, il y a aussi le Conservation International. Donc, il y a vraiment de bonnes bases de données pour monitorer ça. Peut-être, au niveau de contexte, un autre aspect qui est important dans le contexte du financement, c'est quoi qui va détériorer damager la santé de l'océan. Et il y a des différentes causes de ça. Il y a des infrastructures qui sont pas vraiment au niveau de sustentabilité. Il y a les secteurs et donc les modèles de business qui ne sont pas sustentables, dans tout le secteur maritime, etc. Mais il y a aussi beaucoup, c'est la inland pollution, donc les conséquences de la gestion mauvaise de paysages intérieurs côtières, mais aussi inland qui ont des conséquences sur la mer. Et il y a aussi un problème avec la gestion, la préservation, le soutien des services écosystèmes. Alors, dans tous ces actions ici, ces causes, les financements, ils peuvent avoir un impact. Et il y a beaucoup d'efforts, et c'est la prochaine slide. Donc, il y a déjà beaucoup d'efforts à niveau des investissements privés, investissements publics. Ici, j'ai mis des exemples, mais notamment l'Union européenne et les fonds d'investissement européens, ils ont lancé des financements dédiés à la sustentabilité de l'économie bleue, donc l'économie maritime et marine, il y a plusieurs années, avec des investissements dédiés, des infrastructures, mais aussi des soutiens à les PME, etc. Il y a des acteurs privés. Morgan Stanley, je crois, était l'exemple dans euh, en bas à gauche qui vraiment vont pousser l'investissement au niveau des économies plus sustentables. Il y a aussi clairement le soutien public, aussi en termes de Overseas Development Aid, donc le soutien
développement d'outre-mer. Et ça, c'est une étude plutôt récente de l'OECD. Et donc, il y a beaucoup de sources de financement et c'est un marché qui est un trend positif. Mais, pour prochaine slide, si vous pouvez aller à la prochaine slide. Voilà. Mais ça reste des éléments critiques. Et donc là, bon, à niveau européen et à niveau des pays industrialisés, surtout en Europe en fait, mais bon, de plus en plus, il y a un effort de financement sustentable à niveau des régions de développement et de transition, notamment en Afrique, Amérique latine. Il y a encore beaucoup à faire, donc c'est critique, c'est un thème critique à développer. Il y a beaucoup en place, en fait, en Asie, dans le sud-est de l'Asie, il y a beaucoup d'actions en place, mais normalement, ça, c'est encore euh, un élément de criticité. Et bon, comme Thierry disait, il y a vraiment encore beaucoup à faire à niveau de sensibiliser l'économie et les acteurs privés et tous les acteurs pour augmenter le niveau de financement sustentable dans le secteur. Et en Europe, ça va un peu mieux, mais bon, à niveau global, il y a encore souvent, pas beaucoup, mais souvent encore, ça reste des confusions, même de terminologie, l'économie bleue, l'économie de l'océan, l'économie de water, qui c'est plutôt parfois l'océan, parfois la inland, la rivière et tout ça. Et à niveau de dialogue public, c'est plus clair, mais à niveau d'engagement des acteurs privés, ça peut-être encore reste un peu de confusion terminologique. Donc, il y a un trend positif, mais il y a des soucis encore. Les problématiques spécifiques sont plusieurs. Comme vous voyez ici, il y a quelques idées des problématiques qui restent. Bon, comme créer des leviers pour accélérer l'uptake, la prise de financement privé. Quel outil de financement peut mobiliser? C'est aussi pas simplement l'argent, que c'est important, et la finance, mais aussi comment dire, coupler les financements et l'assistance technique à un niveau global pour vraiment augmenter la capacité, la compréhension et l'habilité des acteurs locaux à un niveau global de comprendre et pousser pour des investissements sustentables et durables. Il y a toute la partie des réductions de risques. Thierry a mentionné les garanties, c'est quelque chose qu'en Europe, on fait de plus en plus, même à niveau UN, à niveau de Nations Unies, à niveau mondial, mais la préoccupation principale pour les acteurs privés, c'est vraiment comment gérer les risques et quel niveau de profitabilité il y a des investissements sustentables. Donc là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a toute la question de la développement de la demande de services et des entreprises sustentables dans le secteur de la bleu et de l'océan, qui sont la demande des investisseurs, qui sont le sujet, les projets d'investissement pour les investisseurs privés. Et le développement de ces projets, la durabilité de ces projets, la bankabilité, comme on dit, donc le niveau de profitabilité de cette projet d'investissement durable dans l'économie bleue et dans l'économie de l'océan. Et c'est toujours, c'est encore un problème. Et il y a toute la question de mesurement des impacts, qui c'est un peu lié à les aspects avant. Maintenant, avec Thierry, on s'est engagé en étude avec la Commission européenne sur les impacts sociaux, mais c'est un peu le même problème c'est pas évident de comprendre les réels impacts des investissements, surtout au niveau de l'écosystème maritime, c'est très fragile et très complexe. Et parfois, c'est même trop cher pour les investisseurs privés d'être capables d'avoir un système de monitoring des actions et des impacts. Donc ça, c'est vraiment une action très importante où les soutiens publics, c'est nécessaire. Et, ouais. Mathéo, il vous reste 1 minute environ pour... Ah, ok, prochaine. Ouais.
Bon, là, peut-être ça, c'est aussi les autres. Je vais tout de suite, je reste 30 secondes ici, mais c'est vraiment ces quatre éléments de contexte qui sont critiques. Donc, à niveau du secteur public et privé, il y a un problème de contexte. Donc, il y a vraiment un problème de nécessité de bonne réglementation, de gouvernance, de capacité publique de développer des mesures qui soutiennent l'investissement privé. À niveau privé, le contexte, c'est bon, l'analyse du marché, l'analyse des chaînes de valeur, la compréhension du secteur, c'est encore très basique à niveau global pour avoir une compréhension claire des investissements. Et à niveau d'investissement, les mécanismes publics et les mécanismes privés, il y a beaucoup, le prochain slide va montrer, il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut vraiment développer la compréhension de cet élément-là. Prochain slide, je vais super vite, comme ça, après on peut discuter. Bon, c'est clair que le secteur financier joue un rôle crucial, mais si vous allez à la prochaine slide, ici, c'est vraiment un snapshot, mais la complexité des acteurs, c'est vraiment énorme. Et je ne rentre pas dans les détails, ça prend 1 heure pour discuter ces slides. Ici, mais on l'a voulu montrer parce que c'est vraiment le bout des icebergs, c'est le top des icebergs. Mais quand on parle des financements et des acteurs financiers, publics ou privés, il y a vraiment une diversité et une complexité qu'il faut prendre conscience parce que sans comprendre les différentes actions, intérêts et les outils que chaque investisseur public ou privé utilise et a en place, c'est impossible de développer un soutien structural à l'investissement financier bleu. J'arrête ici, peut-être on va vite dans l'autre slide, on peut la reprendre plus tard. Mais bon. Écoutez, Mathéo, effectivement, on aura le temps hein, de rediscuter là. C'était effectivement pour poser les bases, mais merci beaucoup pour cette entrée en matière. Et en fait, ce qui m'amène vraiment voilà, sur la dernière partie, sur la diversité des acteurs et leur collaboration, ça m'amène donc à la présentation de nos panélistes, de nos autres panélistes, qui pourront notamment répondre aux questions que vous évoquiez par rapport aux risques, notamment ou la mesure d'impact. Donc, Hélène, Angèle et Yves. Mathilde, je vais vous inviter à répondre à 3 questions de manière successive. Donc, les 3 questions qu'on s'était posées, c'était comment l'océan est arrivé dans votre portfolio? Est-ce qu'il y a des projets ou des thématiques que vous privilégiez et pourquoi? Et quelles sont les méthodes d'évaluation que vous mettez en place pour évaluer l'impact des projets? Je vais inviter Hélène à ouvrir le bal, suivi d'Angèle et Yves Enoch de la Fondation de France pour finir avec Mathilde Borlaurent et la vision de l'AFD. Merci. Merci. Je commence alors. Bon, pour cette première question, comment l'océan est arrivé dans notre portfolio? On peut dire dès le départ, quand le prince a décidé de lancer sa fondation, de créer sa fondation en 2006 pour la protection de la planète, il place directement l'océan comme thématique, une des thématiques centrales et objet des futurs soutiens de la fondation. Alors, d'une part, pour une raison tout simplement géographique, Monaco est vraiment au bord de la mer, donc on a une position qui est favorable à traiter ce type de projet. Ensuite, à Monaco, on a déjà, à cette époque-là, plusieurs traités de protection de l'environnement qui ont leur siège à Monaco, comme par exemple l'accord Ramoge entre la France et l'Italie pour tout ce qui est préservation et la lutte contre la pollution marine. On a également l'accord Pélagos qui a déjà été signé pour la protection des mammifères marins. On a l'accord ACOBAMS entre 24 parties pour la conservation des cétacés de la mer Noire, la Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Donc on a pas mal déjà d'initiatives et d'organismes basés à Monaco sur la protection de la mer. Et après, il faut dire également qu'il y a un lien fort entre la mer et les princes qui ont précédé le prince Albert II. Donc le prince Albert Ier, par exemple, qui est un marin passionné et un pionnier de l'océanographie, et le musée, bien sûr, et l'océanographie qui s'en est suivi. Le prince Régnier III, qui est aussi à l'origine de la création de 2 réserves marines à Monaco. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un contexte qui est assez favorable pour développer ce type de projet. Et surtout le prince Albert II, qui a déjà aussi une sensibilisation environnementale très marquée.
Alors, qu'est-ce qu'on privilégie comme thématique? Il faut dire que la Fondation, pour donner un petit aperçu de ce qu'on fait, on soutient donc des projets environnementaux, changement climatique, biodiversité, eau. Donc, on a un large spectre d'actions en mer et sur terre, dans les zones polaires, en Méditerranée, mais également dans les pays les moins avancés selon la liste de l'ONU. Là, aujourd'hui, on va se consacrer plutôt à la partie marine, où on voit quand même qu'il y a cet axe biodiversité, océan-climat qui est très marqué du fait de ces thématiques qui se croisent, des objectifs qui restent transversaux. Et parmi ces différents aspects, le développement des aires marines protégées, on le place en top priorité au niveau des projets, et également tout ce qui est protection d'espèces clés menacées. Alors pour ces deux parties-là, ça sera plus dans les zones polaires et méditerranéennes, où on va avoir une action un peu plus précise. On a déjà eu des projets emblématiques, surtout en Méditerranée. Je vais peut-être vous parler rapidement pour illustrer le projet au niveau du thon rouge. Donc, le thon rouge, comme vous le savez, peut-être était déjà en voie de disparition. Les stocks s'effondraient parce il y avait une valeur quand même marchande, il y a toujours d'ailleurs très très importante, et de la surpêche. Et donc, la Fondation soutient un projet pour le WWF pour la protection du thon rouge aux Baléares en 2008. Et pour être cohérent avec l'action qui est menée sur la protection du thon rouge via ce projet, on fait appel en fait aux restaurateurs avec un communiqué de presse pour soutenir cette action du Prince via sa fondation. Donc on fait appel aux restaurateurs en essayant de demander de ne pas servir de thon rouge. Et le lendemain, les journaux titrent Monaco, première étape sans thon rouge. Voilà, on a du coup une petite pression qui arrive, mais qui est vraiment dans la ligne de ce qu'on voulait mener comme action. Et les ONG qui, depuis des années, essayaient de demander l'inscription du thon rouge sur l'annexe 1 de la CITES pour son commerce, enfin, contre la commercialisation, voient finalement en Monaco et en cette première action une façon d'aller porter cette cause devant la CITES pour enfin pouvoir inscrire cette interdiction sur l'annexe 1. Alors, c'est un échec hein, pour Monaco parce qu'on n'a pas forcément, on est face à des États plus habitués peut-être à négocier à cette époque-là. En tous les cas, on ne réussit pas à faire changer la donne au niveau de la CITES, mais ça fait quand même son petit chemin et finalement, il y a une pression qui s'exerce sur les gros pêcheurs qui sont montrés du doigt par les journaux et sur l'incapacité finalement des États à s'engager pour une cause importante. Et ça permet finalement de peser sur la définition des quotas futurs de pêche et d'avoir maintenant, aujourd'hui, on peut dire, un retour quand même significatif du thon rouge. Alors bien sûr, il faut toujours continuer au niveau des efforts, mais là, ça a été un premier succès de voir finalement comment le soutien d'abord à un projet, puis finalement avec la parole, on va dire, même de la Fondation du Prince Albert au niveau de son État, ça a permis quand même de faire avancer les choses et d'aller jusqu'à mener, avec bien sûr des partenaires, hein, à définir des nouveaux quotas de pêche qui ont été favorables. Alors, c'est la partie projet. On a maintenant, à partir du moment où un projet est marquant pour la Fondation, qui a vraiment un impact et qu'on voit qu'il y a encore besoin de pousser un peu plus loin, on transforme. Alors, c'est pas systématique parce que ça deviendrait vraiment compliqué à gérer in fine, mais on essaie de faire passer des projets emblématiques en initiatives qui rassembleraient finalement des acteurs qui visent en fait ces mêmes objectifs pour renforcer une action sur une problématique précise, en s'appuyant sur des réseaux d'experts et en mettant l'accent sur le financement de ces actions. Là, on a un bel exemple avec le phoque moine de Méditerranée, qui est le Monachus monachus, donc. Et pareil, l'espèce était pratiquement éradiquée. Il restait entre 400 et 500 individus qui étaient répartis en deux colonies en Grèce, sur l'île de Giaros, et à la frontière Maroc-Mauritanie pour la partie côte atlantique. Donc la Fondation a également commencé avec un projet en soutenant la création d'une zone protégée en Grèce. Et finalement, en voyant qu'il y avait toujours un besoin et qu'on commençait à avoir une certaine, enfin en tout cas une expertise autour de nous, on a lancé cette initiative Monxilla Alliance avec d'autres fondations pour coordonner finalement les efforts de conservation, soutenir financièrement les efforts
faire travailler ensemble les associations et avoir finalement un changement d'échelle au niveau du financement et des actions qui sont financées. Là également, la situation s'améliore, mais les menaces anthropiques, bon, on sait, sont toujours encore nombreuses. Donc, il y a toujours des interactions avec les pêcheurs, les touristes, mais en tous les cas, et les côtes aussi qui sont urbanisées. Mais en tous les cas, ça commence à. Enfin, il y a eu vraiment un retour, un impact mesurable sur, comme pour le temps, un impact mesurable finalement de l'action. Je bascule du coup directement dans la partie justement évaluation impact. C'est vrai que c'est une question qui est quand même compliquée au niveau de comment mesurer l'impact d'un projet. À partir du moment où on a des données chiffrées, c'est vrai que ça semble peut-être plus facile, on va dire, de se dire, bon, ben, on passe de 400 à 800 individus pour les phoques, on a un retour du thon rouge. Après, il y a aussi des résultats qualitatifs qu'on ne néglige pas, en tout cas à la Fondation. Nous, on travaille surtout avec des cadres, on va dire, logiques, avec des indicateurs de performance, etc. Donc, on essaie de chiffrer au maximum pour pouvoir comparer une donnée de démarrage et la donnée, on va dire, à la fin du projet. Mais on a aussi quand même des résultats qualitatifs où là, on va essayer de voir tout ce qui est enquête auprès des bénéficiaires, toute la partie sondage. On pourra le voir aussi, on va dire, au niveau de l'impact, s'il y a des réglementations qui ont été mises en place, si la question sur la problématique, est-ce qu'on a avancé au niveau justement encore une fois, des réglementations, des processus. Est-ce que les parties prenantes sont impliquées? Est-ce que les autorités prennent le relais? Finalement, est-ce qu'il y a une appropriation des projets par les bénéficiaires? Est-ce que le projet continue aussi après l'arrêt des financements? Parce que c'est vrai qu'on se dit que à partir du moment où le projet dure, qu'il y a une durabilité et qu'il est répliqué dans d'autres lieux ou par d'autres organismes, c'est que déjà, il y a eu un impact qui peut-être certes difficile à mesurer, mais il y a quand même un impact qui est conséquent. Donc ça, c'est une première partie vraiment sur la partie rapport aussi technique, etc. Et on a maintenant, depuis un petit moment, des audits de terrain où on va essayer justement d'aller interroger sur place et vraiment de demander justement de mesurer ces impacts. Alors c'est assez nouveau, on va dire, sur la partie audit demandée par la Fondation. Donc on met ça petit à petit en place, mais on voit que c'est vrai qu'on peut être plus précis sur les mesures d'impact, en tout cas demander à avoir un regard sur cet aspect-là. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas, c'est peut-être été moins de 10 minutes. Non, non, vous êtes dans les temps, il n'y a pas de souci, vous D'accord. inquiétez pas. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve ça très intéressant de voir cet aspect ricochet ou boule de neige à chaque fois que vous évoquez par rapport au début d'un projet pour ensuite arriver à un impact plus grand à d'autres échelles. Et effectivement, quand vous parliez de cadre logique et indicateurs, j'ai eu des flashbacks de moments où à l'époque, on remplit des demandes de financement. Et je pense que parmi nos participants, il y a aussi cette image qui nous revient de tout ça. Mais c'est très, comment dire, nécessaire pour mesurer l'impact. Et effectivement, c'est intéressant aussi de voir que vous différenciez les techniques pour le mesurer. Je vais désormais passer la parole à Yves Enoch et Anne-Gaëlle Bénédicte pour la Fondation de France. Je vous invite donc à répondre aux mêmes questions et à nous apporter votre vision du financement de l'action Océan Climat Biodiversité. Merci Cyrielle, bonjour à tous et toutes. Donc, nous sommes deux là pour représenter la Fondation de France. Donc, Yves Enoch est le président du comité Littoral et Mer et je suis responsable du programme Littoral et Mer et accompagnatrice de Fondation Abrété à la Fondation de France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Fondation, donc nous, on est le premier réseau de philanthropie en France. On rassemble en fait tous les porteurs de projets, les donateurs, les fondateurs, des bénévoles, des salariés, et on forme une communauté pour essayer de faire advenir un monde plus juste et plus durable. L'idée de la Fondation de France, c'est d'être un connecteur et de permettre en fait à tous ceux qui souhaitent agir pour l'intérêt général de pouvoir transformer leur envie en action efficace. Donc, on est en fait sur plusieurs champs à la fois. On a des actions propres, donc le programme Littoral et Mer dont Yves va vous parler juste après.
Et on a également plusieurs centaines de fondations abritées. On a presque 1000 fondations abritées à la Fondation de France qui, elles, œuvrent dans différents domaines. Alors évidemment, tout le monde n'est pas sur les thématiques de l'océan, climat, biodiversité, mais on constate quand même qu'il y a un chiffre grandissant de fondations qui s'intéressent à ces sujets. Et sur les questions environnementales, à peu près un tiers des nouvelles fondations créées ces dernières années sont sur cette thématique environnementale. Ce qu'on voit, c'est qu'on a assez rarement des fondations qui sont entièrement dédiées à l'océan. Par contre, on a des dizaines et des dizaines de fondations qui mènent des actions ou qui ont des axes entiers pour les questions océan, climat, biodiversité. Au total, sur le programme Littoral et Mer, on est sur 200 projets financés par an, financés au total depuis 12 ans, à peu près 20 millions d'euros sur 12 ans. C'est un programme qui a été créé en 2011. Il faut savoir que la question de l'océan était présente dès le départ à la Fondation de France. Depuis 1969, en fait, on a commencé à travailler sur les thématiques environnementales et notamment les territoires marins et côtiers dès le début. Et on a décidé de créer un programme spécifique donc en 2011, lui-même qui a connu une évolution assez marquante du littoral vers la mer, dont Yves va pouvoir vous parler juste après. En termes de thématiques, on est assez large. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à tout ce qui est transition écologique juste et solidaire. Comment est-ce qu'on va travailler sur les questions de commun, l'océan comme un bien commun? Comment est-ce qu'on va aider les secteurs, par exemple de la pêche ou du tourisme, à effectuer une transition? Comment est-ce qu'on va aider les personnes les plus impactées par le changement climatique, par exemple sur les zones côtières, à pouvoir être résilients et s'adapter. Par ailleurs, on a un axe très marqué d'ancrage territorial, donc on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est démarche d'expérimentation dans les territoires, que ce soit des territoires particulièrement vulnérables ou au contraire des territoires à la pointe de l'innovation sur ces sujets. Et ce qu'on va essayer de construire, c'est des coalitions d'acteurs, finalement, pour pouvoir co-construire ensemble entre acteurs de la recherche, associations, acteurs publics, citoyens, des solutions pour pouvoir protéger l'océan pour aujourd'hui et pour demain. Yves, je te passe la parole peut-être pour développer sur le programme. Oui, merci, bonjour à tous, à mon tour. Alors, comme l'a dit Anne-Gaëlle, en fait, on est un programme qui a été de la terre vers la mer. C'est important dans son histoire à comprendre. On n'était pas tout de suite dans l'océan, mais avant tout sur le littoral et sur des affaires très terrestres au départ, quand le programme a été créé, donc en 2011. Et petit à petit, avec un tournant peut-être vers 2018, on s'est ouvert, on peut dire, effectivement à l'océan. L'océan, bon, sachant qu'on est à la Fondation de France, donc le champ d'intervention de manière générale de la Fondation de France reste le littoral et la mer en métropole et en outre-mer. Même si les choses sont en train d'évoluer, et la preuve, la participation de la Fondation de France et du programme à la plateforme Océan Climat. Pour nous, cet aspect international, justement à travers l'océan, devient de plus en plus important. Comme l'a dit aussi Anne-Gaëlle, au centre de notre action, je crois que ça c'est vraiment spécifique à la Fondation, c'est véritablement de promouvoir les recherches collaboratives. C'est-à-dire en fait de faire en sorte que les savoirs soient partagés. On considère que ce partage des savoirs à un niveau local, mais même à des niveaux supérieurs de gouvernance, est fondamental. Et que ça n'est pas simplement la propriété des scientifiques, mais que cette connaissance, elle doit être partagée si on veut véritablement qu'il y ait une appropriation des questions et des problèmes par tous. Or, on ne sortira pas et on ne pourra pas remplir les défis lancés par les Nations Unies si effectivement il n'y a pas cette appropriation locale. Et ça, à mon avis, c'est le problème fondamental que l'on a. Tout à l'heure, en introduction, j'entendais que par rapport aux territoires, aux régions en développement ou en transition,
qu'il y avait un manque de financement. J'en suis pas si sûr. Je pense qu'on souffre de l'atomisation des financements et de la non-coordination entre les bailleurs de fonds. Une des préoccupations de la Fondation de France elle-même, c'est bien de développer ces programmes dans l'avenir en essayant d'avoir beaucoup plus de synergie entre la Fondation de France elle-même et les fondations abritées. Et on peut le dire pour tous les autres bailleurs de fonds. Je crois, moi-même, j'ai vécu des expériences en tant qu'expert sur la gestion intégrée des zones côtières. Dans le monde entier, on assistait en permanence, justement dans ces régions en développement, à quoi? À chaque organisme de financement a sa stratégie, sa politique, ses actions sur le même territoire, sans nécessairement parler entre les uns et les autres. Une seule exception que j'ai vue dans ma carrière, c'était à Madagascar, où il y avait une table ronde des bailleurs de fonds. Une table ronde des bailleurs de fonds emmenée par la Banque mondiale. Mais c'est une rareté. Mais à mon avis, ce n'est pas parce que c'est une rareté qu'il ne faut pas l'encourager. Donc ça, pour nous, véritablement, c'est un défi à venir dans tous les domaines, dans toutes les thématiques. Et pour nous, les thématiques, puisque là, on nous a demandé d'en parler, les thématiques, c'est bien sûr tout ce qui concerne sur les territoires l'adaptation, les questions d'adaptation au changement climatique, les questions de protection, restauration des milieux naturels. Mais encore une fois, en considérant qu'on est dans un socio-écosystème, que donc il n'y a pas d'un côté, et pourtant c'est malheureusement trop souvent le cas à l'heure actuelle, la protection de la biodiversité et de l'autre, le développement des activités, mais que notre défi, c'est bien effectivement d'arriver à garder un bon état environnemental en faisant en sorte que, je dirais, le lobby de la protection et ceux qui développent les activités puissent cheminer ensemble par rapport non pas à un océan qui serait couvert d'aires marines protégées, plus ou moins espacées, dont on comprend plus ou moins bien les interconnexions, mais véritablement en prenant en compte toutes les mesures de protection environnementale. Et elles ne sont pas simplement le fait du lobby de la biodiversité. Quand je dis lobby, c'est-à-dire des défenseurs de la biodiversité, comme on le voit trop souvent, séparés du monde des développeurs. Donc, véritablement, avoir cette, je dirais, cette imbrication entre les deux. Et ça, je le dis beaucoup pour l'économie bleue. Et ça, c'est un aspect qui va, dans l'avenir, nous préoccuper très, très fortement. Ici, en France, on sait qu'on a le développement des énergies éoliennes en mer qui déjà est en route, avec peut-être 50 parcs éoliens marins demain à l'horizon 2050. Et il va falloir absolument faire en sorte que cette activité, ce développement, s'intègre dans cette préoccupation environnementale. Pour finir, on nous a demandé de parler d'évaluation et d'impact. Alors, il y a bien sûr, puisqu'on fonctionne essentiellement en projet, il y a les évaluations des projets et puis il y a l'évaluation du programme lui-même. Alors, on a fait une première évaluation du programme en 2017 qui nous a permis un peu de voir où on allait par rapport à nos principaux axes d'intervention, justement par rapport à cette préoccupation de développement des recherches collaboratives, en comment peut-on faire en sorte vraiment d'associer les communautés locales à la co-création de projets à résultats concrets sur les territoires. Et puis, il y a le suivi des projets eux-mêmes. Et là, c'est certain, on a encore énormément de progrès à faire. On s'en remet beaucoup sous la forme de grilles d'évaluation aux projets eux-mêmes, aux coordinateurs de projets, mais c'est évident qu'il y a un très, très gros effort à faire qui sera peut-être facilité, et là je rejoins complètement ce que disait la représentante de la Fondation Albert II de Monaco, en prenant des projets plus emblématiques et en travaillant davantage sur ces projets emblématiques, non pas sur le court terme, quand je dis le court terme, c'est sur 3 ans,
mais sur le beaucoup plus long terme et des projets qui s'inscrivent véritablement dans le développement des territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle et Yves. Une intervention très intéressante. Effectivement, vous êtes parmi les bailleurs de la POC et on vous en remercie encore, comme on le faisait en début de l'événement. Je trouve ça très intéressant, notamment quand vous évoquez effectivement la conciliation entre les usages et la protection de la biodiversité sur des thématiques comme l'énergie, mais aussi la santé et tout ce qui relève de se nourrir aussi, parce qu'on est une population grandissante et des besoins grandissants en toute logique. Je vais passer donc la parole à Mathilde Borlaurent, qui représente l'AFD à partir de maintenant. Merci Cyrielle, puis je vais aussi essayer d'émailler mon propos de référence et de réaction à certains sujets sur lesquels on a même directement été interpellés. Merci Yves. Donc j'essaierai de ne pas y manquer. Alors déjà sur l'historique de notre portefeuille, pourquoi est-ce que le sujet océan est important pour l'AFD? À double titre en fait, déjà d'un point de vue géographique, tout simplement parce que l'AFD, il ne faut pas l'oublier, l'Agence française de développement travaille aussi dans les territoires d'outre-mer français. Donc voilà, un prisme ilien important et évidemment avec un enjeu océan très très fort et qui se renforce de plus en plus avec l'importance de la zone Indo-Pacifique dans nos travaux et donc un travail de plus en plus conséquent dans les pays côtiers et insulaires avec très clairement ce sujet protection de la biodiversité et climat au cœur de nos mandats d'intervention dans ces zones géographiques quasi nouvelles en fait, en dehors de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, les activités dans les autres îles du Pacifique, par exemple, sont quand même relativement récentes et nouvelles. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième cause, c'est l'intérêt très fort marqué par l'AFD très tôt parmi les bailleurs de fonds sur les questions de lutte contre le changement climatique. L'AFD est un des premiers bailleurs à avoir non seulement pris conscience, mais fait en sorte que les sujets de lutte contre la pauvreté et de lutte contre le changement climatique soient totalement intégrés dans ces activités, avec un engagement que 50% de notre activité est des co-bénéfices, c'est-à-dire des actions directement favorables à la lutte contre le changement climatique dans nos engagements financiers. Mais la question de la biodiversité est montée tardivement en fait, parce que évidemment la crise de la biodiversité était tout aussi forte en 2015 quand on a engagé l'accord de Paris. Mais dès en tout cas l'AFD a cherché à l'intégrer beaucoup plus fortement dans son agenda et surtout c'est dit exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire finalement, il y a aujourd'hui plus de finances sur les questions de climat. Comment on fait pour qu'il y ait un tel mouvement sur les questions de biodiversité? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrimé la finance biodiversité à notre finance climat en disant, en fait, on veut travailler en particulier, à hauteur du tiers de ce qu'on fait sur le climat, sur ce qui traite des deux sujets, ce qu'on appelle la convergence climat et biodiversité. Donc, au cœur de ça, il y a évidemment les océans. Il y a aussi la forêt, mais il y a évidemment les océans. Et donc, en fait, sur ces questions océans, on a en 2019 élaboré une stratégie et une réflexion sur nos interventions sur cette thématique particulière, en voyant l'océan, le rôle de l'océan comme cet espace de vie qui a été rappelé, qui est tellement important pour le développement, mais qui est menacé et sur lequel, du coup, il faut réfléchir aux actions qui en viennent à le protéger. Aujourd'hui, on a un nouvel engagement en préparation qui va encore renforcer cette action et qui va transformer encore
notre finance, qui est que par ailleurs, on va s'engager à respecter le cadre mondial biodiversité. Peut-être qu'on aura aussi l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de l'échange, mais c'est fondamental, c'est autour de ce que Yves aussi rappelait, l'importance que tous les acteurs transforment la façon dont ils interagissent avec le territoire et avec les océans en particulier. C'est l'alignement sur les objectifs du cadre mondial biodiversité qui doit aussi permettre de le faire à terme. Donc aujourd'hui, cette finance océan, c'est à peu près 900 millions d'euros d'engagement chaque année. Alors sur 12 milliards d'euros d'engagement, donc c'est un peu moins de 10% de notre finance globale. Déjà, on le mesure, on est un des seuls bailleurs de fonds à mesurer ce qu'on fait sur les océans et c'est en croissance régulière, au même titre d'ailleurs que la biodiversité. Qu'est-ce qu'on finance? On finance principalement 4 grands sujets. Le premier, c'est l'économie bleue traditionnelle, enfin, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui va souvent appeler à la création d'infrastructures énergétiques, portuaires notamment. Et on le fait évidemment avec une attention très marquée aux normes environnementales et sociales, puisque c'est un engagement très fort de l'AFD que de travailler sur ces sujets. Et c'est une part importante de notre finance océan. Ce qui aujourd'hui constitue la plus grosse part de cette finance océan, c'est la deuxième thématique qui est celle qui traite de à la fois la préservation, la conservation des écosystèmes marins et puis aussi tout ce qui est lutte contre les pressions anthropiques et notamment lutte contre les pollutions. Donc aujourd'hui, on va énormément travailler sur la question des déchets, parce que la pollution marine commence sur Terre, comme vous le savez. Donc la question des déchets, en particulier sur les zones côtières, la question de l'eau et de l'assainissement, aujourd'hui, c'est la moitié de notre finance océan. La troisième thématique a été aussi évoquée par plusieurs personnes, notamment Hélène, si je ne me trompe pas. Il y a toute la question de la réduction des vulnérabilités des populations qui vivent sur le trait de côte. Donc tout ce qui est gestion intégrée des zones côtières, problématique de l'urbanisation conséquente sur ces zones, et puis avec une vigilance et une attention portée très fortement par l'AFD sur l'intégration des solutions fondées sur la nature sur ces questions-là, donc notamment évidemment toutes les zones humides sur Terre, mais aussi les zones de mangroves qui jouent un rôle fondamental sur ces sujets. Et enfin, on a un quatrième axe d'intervention qui est transversal, mais qui est des valeurs ajoutées d'un bailleur de fonds, qui est d'essayer de travailler sur l'accompagnement des politiques publiques, des institutions et des organisations, et de descendre, donc de faire le pont et le lien entre le niveau national et le niveau local, en étant aussi en capacité d'essayer de faire échanger toute cette diversité des acteurs au sein des territoires et au sujet de leur territoire. Alors, quelques exemples de projets, par exemple, on a travaillé sur la conservation et la mise en valeur durable des mangroves de la Casamance et du Sini Saloum. Donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce sont des mangroves. Donc on a un sujet, bien sûr, pour travailler avec les communautés, les communautés locales qui en vivent, qui en dépendent et qui peuvent aussi contribuer à leur restauration. On a un sujet finance particulier aussi là-dessus, qui est qu'il peut y avoir une opportunité de finance climat autour de ce type de projet, et notamment de finance carbone, qui peut apporter une ressource financière sur la durée. Donc, on est en train de travailler pour voir comment bien mettre en place un recours au crédit carbone sur ce projet. On a par exemple aussi travaillé sur un projet d'environnement urbain à Lomé, qui est une grande ville côtière du Togo, où là on va travailler à la fois sur la mise en place de centres d'enfouissement technique, mais on va aussi travailler sur l'amont, sur toute la chaîne de tri, de collecte des déchets et commencer à travailler sur une économie circulaire avec alors en complément de ce qui existe de façon informelle, mais à travailler sur les questions de recyclage. Voilà pour ces deux exemples. Vous nous avez aussi interrogé sur les questions d'évaluation. Alors plus largement, la question de comment on s'assure
la qualité de notre finance et puis de cet alignement que j'évoquais, hein, donc alignement à la fois à l'accord de Paris et à la fois au cadre mondial biodiversité. On a au sein de l'AFD une méthodologie assez originale, enfin qui commence à l'être moins parce qu'on fait des émules, qui s'appelle l'avis de développement durable. Donc, on a une équipe indépendante des opérations qui évalue l'ensemble de nos projets selon les axes du développement durable, donc intégrant les sujets environnementaux, sociaux, économiques et institutionnels, de durabilité institutionnelle dans leurs analyses. Et qui émettent un avis qui fait partie de la décision, des choses qui sont présentées à la décision de notre conseil d'administration quand on présente un financement. Et donc, c'est un garde-fou très important pour s'assurer qu'on ne nuit pas aux objectifs sur le climat et la biodiversité. Et c'est aussi un outil qui nous permet de dialoguer, et c'est le rôle de mon équipe, de dialoguer avec les équipes projets pour regarder sur chacun des dossiers aussi comment on peut mieux faire. Donc, au-delà du simple financement de la station d'épuration, comment on travaille encore sur les fuites en amont, comment on travaille sur des choses plus soft aussi, sur les changements de comportement, par exemple, sur les territoires dans lesquels on intervient. Voilà. Après, on a aussi une politique d'évaluation importante, pas systématique, parce que c'est pas tous nos projets qui font l'objet d'évaluation, ce qu'on appelle ex post, c'est-à-dire après réalisation, mais c'est plus de la moitié des projets qui font l'objet d'évaluations dédiées. On a, et donc qui vont notamment vérifier l'efficience, l'efficacité et la pertinence au regard des cadres logiques qui étaient évoqués tout à l'heure, mais qui va jusqu'à aller sur le terrain pour s'assurer des résultats de développement. On a aussi d'autres champs d'évaluation qui peuvent être beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus larges. Et on a notamment, par exemple, réalisé une évaluation sur l'objet des projets qui ont eu lieu sur la Méditerranée entre 2008 et 2020. Notre ambition était de voir et d'essayer de chiffrer la part biodive de ces projets, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans tous les projets qui avaient été, qui traitaient et qui touchaient à cette mer, comment étaient intégrés les enjeux de préservation et de protection des écosystèmes marins et côtiers et de lutte contre la pollution. Et donc, il nous a permis notamment de juger de l'impact de notre développement stratégique sur le sujet de la qualité de la qualité biodiversité de notre finance. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près sur les 800 millions, il y en a un peu plus d'un tiers qu'on qualifie, mais on va regarder dans chaque plan d'investissement ligne à ligne, hein, quels sont les investissements à l'intérieur qui sont de fait réellement bénéfiques à la qualité des océans en termes de protection de la biodiversité. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Mathilde. Écoutez, c'était trois interventions très intéressantes. J'aime beaucoup les points de différence sur autant les projets qui sont financés que les points de convergence quand on voit que certaines thématiques ressortent à travers vos trois organisations. Si je devais peut-être faire un commentaire assez général sur ces trois interventions, c'est que effectivement, vous aviez parlé de cadre logique, Hélène. J'y reviens parce que vraiment, c'est quelque chose que toutes les organisations font, et notamment, donc voilà, là, j'ai cet exemple de la POC. Mais ce qui est très intéressant quand on fait des demandes de financement, c'est de se voir confronté à devoir mener une réflexion en fait en interne sur nos objectifs et nos moyens d'action, que ce soit voilà pour définir des indicateurs ou les actions clés à mener pour réaliser vraiment et enfin réaliser notre projet et le mener à succès. Donc voilà, on l'a fait pour la POC et on se rend compte que nos objectifs en fait sont toujours aussi pertinents 5 ans plus tard. Et vous évoquiez, Yves, notamment la question des investissements à long terme, des financements à long terme.
Je vous permettrai de réagir juste après. Mais c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose beaucoup pour les organisations. Comment assurer la pérennité des projets? Il y a aussi la question qui se pose des financements de ressources humaines, parce que derrière tous les projets qui sont menés, il y a aussi des équipes qui sont là pour mener à bien ce qu'on met sur, ce qu'on propose sur papier. Donc, je trouvais ça très intéressant que vous évoquiez ce sujet et je vous donne donc la parole peut-être pour que vous puissiez réagir. Oui, je voulais simplement, merci. Je voulais simplement réagir sur ce dont il était question là avant, c'est-à-dire tout ce qui est évaluation d'impact, de suivi des projets et de cadre logique. Et ça me faisait penser qu'on met de plus en plus avec notre comité, puisqu'on a un comité pluriacteur pour la sélection et le suivi des projets, de plus en plus d'accompagner ceux qui vont soumettre le projet dans la préparation même. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, surtout quand on s'adresse non pas uniquement à des scientifiques, mais également au milieu associatif, toutes les communautés qui émanent, je dirais, de la société civile, combien il est important de pouvoir les accompagner dans la préparation même du projet. Voilà. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que Mathilde le sera aussi parce que vous évoquiez justement le fait d'accompagner les équipes projets pour mieux faire. Je pense notamment dans le cas de renouvellement de conventions et effectivement, en fait, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a besoin de pouvoir dialoguer et assurer comme ça la pérennité de certains projets. Mathéo, vous voulez peut-être réagir? Oui, merci. Si je peux, je trouve très intéressant le sujet de l'alignement et synergie entre les financements à tout niveau, que c'est clairement, bah, moi je travaille beaucoup au niveau européen en soutien des stratégies de bassin. Après, je vais à Porto demain pour discuter d'alignement entre les financements européens à différents niveaux, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est très intéressant et important aussi pour le coordonnement des organisations de les pays. Et, et bon, j'étais à Madagascar et je me rappelle bien il était très fier d'avoir un coordonnement très, très bon entre les investisseurs, les donneurs. Mais je dirais aussi à niveau comment dire, de life cycle de projet. Donc, cette idée et peut-être ça, c'est un peu plus pratique, trouver une façon entre les fonds, les programmes de comprendre comment soutenir les projets à différents niveaux et peut-être il y a des spécificités. Certains font à niveau local, c'est autres à niveau plus général et régional. Parce que ça, et c'est vraiment le problème de développer une continuité et peut-être à un certain moment d'engager les investisseurs privés. Et alors là, ça devient plus simple. C'est pas simple du tout, mais peut-être c'est un mind frame, comment dire, de coopération que c'est très intéressant à développer. Merci Mathéo. Merci pour ce dernier commentaire sur cette première partie. On va passer à la seconde parce que je vois que le temps passe sans que je ne le vois aussi bien que je le voudrais. On va être sur un format donc plus spontané. Pour vous inviter à répondre à deux questions, je propose qu'on le fasse pendant une quinzaine de minutes. Oui. Alors, les deux questions qu'on voulait vous poser, c'est quels sont, selon vous, les besoins pour accroître le financement de l'action Océan Climat Biodiversité? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux outils? Faut-il capitaliser sur ce qui existe déjà ou créer de nouvelles taxes? Peut-être plutôt réorienter les flux? Et quels sont, selon vous, les principaux financing gaps, donc les déficits de financement et comment les combler? Vu le temps imparti, je propose peut-être que chacun de vous puisse donner un élément clé pour répondre à ces questions, ou deux, je vois votre réaction, Mathilde, donc n'hésitez pas, mais voilà, je voudrais juste qu'on soit conscient du temps qui passe un petit peu vite à mon goût. Je vous en prie, peut-être Mathilde, vous voulez commencer? Volontiers, je vais pas être sage, je vais en donner plus que deux, mais du coup, je vais essayer d'être hyper courte. Non, mais je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, et vous l'avez dit, plus qu'un tout petit peu plus de financement vert, c'est le verdissement de l'ensemble de l'économie qu'il faut qu'on réalise, et c'est donc la réorientation des flux financiers, c'est un objectif du cadre mondial de biodiversité, et c'est la seule façon de réellement s'assurer de la diminution des impacts négatifs, en fait, de l'économie
sur les écosystèmes. Nous, je dirais qu'on a 4 axes pour travailler sur ce sujet. La première, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question des systèmes financiers, y compris par l'intégration des risques. Donc les risques, mais sous un autre angle, pas les risques financiers pris par le secteur privé, les risques au sens qu'est-ce qu'un acteur économique possède et impacte et génère comme risque sur la biodiversité. Donc quel est son risque et sa dépendance vis-à-vis de la biodiversité et comment il impacte négativement la biodiversité. C'est des travaux qui sont très conséquents et qui vont être extrêmement structurants pour réorienter les flux financiers. Là, je vais raccourcir, je vais mettre que 2 autres. Le deuxième sujet, c'est la question de l'innovation. J'ai évoqué la question des crédits carbone. Il faut à la fois se saisir de ces sujets parce que c'est une façon de mobiliser la finance privée, y compris à destination de projets qui portent aussi des intérêts en termes de biodiversité ou des intérêts sociaux. Il faut le faire avec rigueur et attention et ambition. Il y a d'autres outils comme les paiements pour services environnementaux ou les certificats biodiversité qui sont aussi en cours de développement, qui sont véritablement un facteur potentiel de nouveaux financements. Et enfin, la dernière façon que nous avons de travailler sur ces sujets, c'est la mobilisation. Donc, on travaille beaucoup avec nos pairs, et notamment nos pairs banques publiques de développement du Nord et du Sud, mais du Nord jusqu'aux banques multilatérales et du Sud, y compris voilà, la banque indonésienne, par exemple, ou les banques très actives sur l'Amérique latine sur ces sujets. Et sur l'océan en particulier, on travaille avec eux et sur la base de principes sur l'économie bleue durable, mais pour augmenter l'ambition d'une coalition de banques sur l'intégration des sujets de biodiversité pour une finance biodiversité véritablement durable. Voilà, je m'arrête là. On vous entend pas, Cyrielle. Merci Mathilde, je voulais pas vous presser. Mais merci pour tous ces éléments de réponse. Je vois également qu'on a quelques questions dans le chat, alors qui pour moi sont à mon niveau assez techniques, mais peut-être que vous pourriez regarder au fur et à mesure pour pouvoir y répondre, pour un peu mêler du coup la session questions-réponses à la session de la deuxième session de questions. Peut-être que l'un de vous veut prendre la parole après Mathilde pour pouvoir poursuivre nos échanges sur ces 2 questions, donc notamment est-ce qu'il y a des besoins pour accroître le financement de l'action et quels sont les principaux déficits à combler. On peut prendre la suite si vous voulez. Allez-y, et on finira après. Je reviens simplement sur ce qu'on a parlé de synergie. C'est vrai que on a en fait effectivement besoin de synergie, donc déjà entre acteurs qui portent les projets, mais aussi entre bailleurs. Et c'est sur ce point-là, nous, on essaye là de mettre en place une nouvelle stratégie à la Fondation de France pour aller justement vers des alliances plus fortes, comme le disait Yves tout à l'heure. L'idée étant que chacun ensuite a sa juste place et la philanthropie a une certaine valeur, notamment dans tout ce qui est émergent. La philanthropie peut être en fait un financeur qui a beaucoup de flexibilité dans l'attribution des fonds, qui peut avoir une certaine liberté, une certaine prise de risque assez importante. Donc, on peut être très utile à ce moment clé d'émergence, renforcer les compétences des acteurs et les projets pilotes pour ensuite pouvoir, après les avoir mis en valeur auprès d'autres, passer le relais à d'autres financements. Donc, on est très attentif à essayer de nourrir cette chaîne de financeurs de différentes natures. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était le fait qu'on essaie de travailler actuellement sur une approche systémique de la philanthropie. C'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus dans les milieux et on a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. On fait partie d'une initiative qui s'appelle Racine à ce sujet, donc coportée avec Ashoka notamment. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins qu'on a repérés, qui sont essentiellement de pouvoir avoir des financements plus dans la durée, d'aller vraiment même au-delà du classique 3 ans, mais de se projeter sur des temps très longs, de pouvoir prendre en charge des frais structurels. On parlait de frais de ressources humaines tout à l'heure. On voit que c'est vraiment un besoin très fort des structures aujourd'hui d'être en dehors du mode uniquement projet, d'agir à la racine, bien sûr, d'aller chercher les causes des problèmes et pas simplement agir sur les symptômes. Et puis, diversifier les modes de sourcing et de sélection,
sortir un peu de l'hégémonie des appels à projets pour pouvoir être plus dans de l'aller vers, de l'écoute des porteurs de projets, une relation de confiance qui se crée et pouvoir ainsi nourrir l'ensemble des liens. Et puis, dernier point intéressant aussi qu'on développe chez nous pour essayer d'augmenter la puissance des financements Océan Climat Biodiversité, c'est qu'on a développé une aide complémentaire qu'on appelle E+, qui s'adresse en fait à tous les projets financés par la Fondation de France, quel que soit leur champ d'action. Et l'idée, c'est de dire, OK, vous n'êtes pas centré sur le climat, vous n'êtes pas centré sur l'océan, mais on va vous accompagner pour mieux prendre en compte ça. Et c'est dans cette logique de lien entre les différents ODD. Et ce soutien, il prend la forme d'un accompagnement personnalisé avec un diagnostic des besoins. Puis, on fait appel à des consultants spécialisés en partenariat avec l'Union nationale des CPIE pour justement permettre à des porteurs de projets qui ne sont pas centrés sur ces questions de pouvoir s'en saisir de mieux en mieux. Merci Anne-Gaëlle. Je trouve ça très intéressant, effectivement, cet accompagnement. Donc, de voir que l'AFD le fait avec avec les projets déjà financés, que vous aidez à réorienter certains projets pour qu'ils puissent prendre en compte aussi ces questions océan, climat, biodiversité. Je trouve ça très important pour effectivement avoir toute cette synergie, avoir une action collective, que tout le monde puisse en être conscient. Et il me semble que d'ailleurs, une des questions faisait référence justement à la sensibilisation des acteurs, que je ne retrouve pas tout de suite, mais on pourra y revenir. Et en attendant, je vais laisser Hélène s'exprimer sur nos questions. Merci. Oui, alors par rapport au financement, hein, toujours de l'action, nous, enfin, au niveau de la fondation, la philanthropie, c'est toujours très important. Bien sûr, ça permet de soutenir nos projets depuis on va dire, le début. On compte beaucoup sur la philanthropie, mais on se rend compte que voilà, il faut aller plus loin maintenant et essayer d'avoir d'autres sources de financement pour financer d'autres activités aussi, parce que là, on était sur du projet. Donc plutôt le financement d'organismes, ça peut être des universitaires, ça peut être voilà, plutôt des associations. Et là, maintenant, on organise finalement des nouveaux outils pour le financement de l'action, toujours aussi en climat biodiversité, pour que ce soit plus durable. Donc on fait plutôt des points de rencontre avec par exemple l'Ocean Innovators Platform, qui permet de se faire rencontrer investisseurs et entreprises, des startups par exemple qui proposeraient des solutions innovantes. C'est des types de projets que nous, enfin, dès le départ, à la Fondation, on ne soutient pas forcément. Donc maintenant, il y a ce type de mécanisme-là qui permettrait du coup de stimuler des financements pour des startups, toujours encore une fois avec une action vraiment sur l'océan climat biodiversité, qui aurait un impact. Et là, plus récemment, donc on est encore passé à un niveau avancé, on a le Re-Ocean Fund qui a été lancé assez récemment et qui vise en fait à investir 100 millions d'euros pour commencer dans les entreprises à fort impact environnemental et social, avec un objectif plus mondial dans des domaines d'action, dans 5 domaines d'action, qui sont la solution contre la pollution plastique, tout ce qui est transformation des produits de la mer, la navigation et l'héliotisme, donc en essayant d'avoir le faible impact, la restauration et la protection des océans, et bien sûr la recherche et la collecte de données, le partage de données, etc. Donc là, on est vraiment sur un mode de fonctionnement qui est tout à fait nouveau pour nous, puisqu'on va être vraiment sur l'investissement, la finance en fait, hein, vraiment. Donc on est aidé par un prestataire, bien sûr, qui suit cette question-là, parce que c'est quand même nouveau aussi. Donc voilà. On a également, comme je disais tout à l'heure, ces initiatives finalement qui permettent d'avoir un pot commun aussi de financement pour des actions précises. On avait aidé au démarrage aussi du Medfond, donc au lancement du Medfond, qui est un fonds fiduciaire environnemental pour les AMP de Méditerranée, avec un financement mixte, donc qui capte plusieurs financements qui proviennent de bailleurs bilatéraux, multilatéraux, mais également du secteur privé et philanthropique. Et voilà, donc on essaie vraiment de se diversifier en fonction pour pouvoir avoir plus de financement pour l'action. Merci Hélène pour cette intervention et ces éléments de réponse également très intéressants. Moi, j'aurais aimé, ou peut-être que Mathéo pourra aussi donner son avis là-dessus, mais faire le lien entre ce que vous venez de dire et une des questions qui est posée dans le chat, qui vient complémenter les précédentes questions que je vous avais posées.
c'est par rapport au Re-Ocean Fund. Vous parliez donc de votre donc de la Monaco Asset c'est Foundation, non. Monaco Asset Management, qui est donc purement un acteur, un acteur financier, pardon, si je ne me trompe pas. Et une des questions du chat était effectivement, est-ce que les acteurs du monde financier sont assez sensibilisés à la biodiversité et à tout, et notamment à tous les sujets transversaux qui y touchent? Est-ce que il y a suffisamment de connaissances qui va vers cette sphère? Et est-ce qu'on pourrait souhaiter l'accompagnement d'experts de la société civile là-dedans? Donc, Mathéo, peut-être que vous avez des éléments de réponse aussi à ce sujet, ou Hélène, juste après. Oui, Oui. oui, brefement, je pense que c'est la question à laquelle j'ai répondu, mais c'est un peu pareil et je partageais un lien, c'est en anglais, désolé, mais là, bon, c'est clair que c'est un parcours pas immédiat, mais il y a de plus en plus d'argumentation et de compréhension même économique euh, euh, qui justifie l'action des investissements dans, par exemple, comme je mentionnais, les services d'écosystème, donc la protection côtière d'écosystèmes, parce que comme ça, il y a des retours sustentables économiques aussi. Donc, s'il n'y a pas d'écosystème maritime, à la fin, il n'y a même pas de, de retour économique. C'est un peu l'asset économique de l'économie de la mer et de l'océan, c'est l'écosystème maritime. Donc, si on ne protège pas l'écosystème, il n'y a même pas d'exploitation économique. Donc, c'est vraiment il y a même le lien que j'ai partagé, ça donne aussi des évaluations monétaires, des monétarisations de qu'est-ce que c'est l'impact sur les valeurs de l'écosystème maritime et océan. Et donc, il y a de plus en plus comme ça. Les Nations Unies sont un peu leaders en ça. Euh, il y a aussi toute la thématique un peu complexe, mais que c'est très utile à niveau d'engagement du secteur privé et de la taxonomie à niveau européen, qui est pris en charge aussi, je vois de plus en plus, par exemple, au Brésil, Mexico, et donc vraiment comprendre quelles actions sont sustentables et quelles pas à niveau d'écosystème maritime et aussi sociaux. Donc, il y a un vague, il y a un trend dans cette direction et c'est clair que il faut pousser et tous les acteurs, il faut qu'ils soient engagés. Merci Mathéo. Mathilde ou Hélène, pour le coup, je vous laisse, vu que c'est un peu plus libre, je vous laisse, c'est pas évident en ligne, mais je vous laisse prendre la parole. Je vais peut-être compléter et puis réagir aussi sur, enfin, sur toutes ces questions sur la partie secteur privé. En fait, c'est difficile de répondre bien parce qu'on parle de plein de secteurs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, évidemment, quand on va être sur la question des infrastructures et de l'économie bleue au sens infrastructure traditionnelle du terme, là, on est sur des segments où il va y avoir de l'intérêt privé, où il peut y avoir ce qu'on appelle des partenariats publics-privés et donc des outils de partage des risques qui peuvent être mis en place au sens où le public, et nous, on n'est qu'un substitut du public, hein, les banques publiques de développement, mais le public décide de porter une partie du risque que le secteur privé ne veut pas prendre. Ça, c'est une partie. En revanche, sur tout ce qui est conservation, on a des enjeux qui sont très différents en termes de mobilisation du secteur privé. Il y a une part de cette action qui va rester du domaine public. Il y a une part du soutien aux communautés qui va rester du domaine public. C'est pas forcément grave. La question est de savoir comment le pérenniser. C'est pour ça que toutes les initiatives aussi qui permettent de créer des flux financiers réguliers pour ces initiatives-là sont aussi importants. J'imagine que c'est ce qu'il y a derrière le Medfund. On a aussi d'autres programmes comme le Land Degradation Fund, qui est plutôt sur Terre pour le coup, mais qui traite de ces sujets. Et c'est aussi les opportunités que peuvent représenter les crédits carbone et les certificats de biodiversité que de permettre des outils financiers durables, en fait, qui se substituent à ce que les fondations ou les bailleurs peuvent faire. Voilà. Donc cette difficulté-là, elle est importante. C'est pour ça qu'on ne sait pas vous répondre à quel est le risque prenable sur les océans. En fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, du domaine économique, de la géographie et puis de la localisation des actifs financiers. L'autre sujet, c'est que on pense très vite secteur privé au sens secteur privé international.
alors que le gros de ce qui se passe sur les côtes, c'est du petit secteur privé local. Donc, c'est travailler avec la petite pêcherie locale qui a aussi un impact. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire avec le secteur privé international, mais il ne faut pas oublier le local. Et c'est là où, c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant de mobiliser la banque indonésienne, par exemple, parce que c'est dans son travail d'aller financer les pêcheries locales et, le tissu économique côtier de l'Indonésie, qui est évidemment absolument majeur en termes de développement économique. Voilà. Donc, et là, c'est d'autres réponses. C'est de la monnaie locale qu'il faut mettre en place, c'est des exigences environnementales et sociales, c'est de la formation. Donc, à chaque fois, c'est des choses très différentes qu'il faut mettre en place en fonction des projets que l'on regarde. Je voulais juste faire un peu cette distinction entre les différents objets. Merci Mathilde. Je vous laisse prendre la parole, Hélène, puis Mathéo, en sachant qu'il nous reste 7 minutes au compteur, mais voilà. C'est pour voilà, répondre à la question du départ là, aussi sur le côté la sensibilisation du secteur des finances. Et vous avez parlé du Monaco Asset Management qui du coup va aider, vraiment partie dans ce Ocean Fund, du coup, et qui constitue vraiment la partie financière. Il faut juste préciser quand même que la gouvernance du Ocean Fund, elle va être constituée quand même de 3 comités qui vont justement garantir l'intégrité au niveau et l'expertise approfondie sur chaque domaine, que ce soit l'économie, la finance et les questions océaniques, bien sûr, qui quand même, l'intérêt dans tout ça, c'est effectivement qu'il n'y ait aucun impact négatif, en tout cas, ou le moins possible, enfin, on va dire pas du tout, sur les océans. Et chaque, on va dire, investissement va passer quand même par un crible vraiment très précis par des filtres différents, que ce soit justement ces comités d'experts qui seront constitués également d'experts scientifiques et sur des questions vraiment précises. Donc voilà, c'est pas, on ne confie pas, on va dire, on va dire la, la responsabilité d'un investissement au monde de la finance uniquement. Ça passe quand même par vraiment une grande sélection des entreprises qui seront, on va dire, soutenues pour mettre en place des solutions innovantes dans les différents secteurs d'activité. Oui, si je peux très vitement un peu plus qu'à répondre, ajouter à les commentaires de Mathilde, était très intéressant et pertinent, comme tous les autres, clairement, mais il y a différents niveaux d'intervention. Donc, à niveau régionaux, du bassin ou d'océan, des régions, bon, les banques de développement ont un rôle central. J'ai partagé avec vous, je ne sais pas comment partager avec tous les publics, mais peut-être vous pouvez partager, c'est en anglais encore, mais la Banque de développement en Asie, l'Asian Development Bank, il a un track record incroyable d'engager avec l'investisseur, de développer un assessment au niveau de développement sustentable. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est les stratégies. Parce que bon, c'est bien d'investir, mais c'est vraiment important de développer des stratégies bottom-up, notamment avec l'engagement public locaux et les acteurs locaux, le potentiel de développement, les stressing factors, donc comprendre vraiment l'état de lieu de certaines zones côtières ou de champs pour comprendre quel développement c'est nécessaire, quel risque de développement il y a. Et comme ça, c'est plus simple pour les investisseurs publics et privés, locaux, régionaux, internationaux, de soutenir et aligner les investissements. Donc, c'est vraiment aussi un travail de soutien à la développement des stratégies locaux et régionaux dans cette Merci Mathéo. Est-ce que Yves ou Annegel, vous souhaitez réagir? Je ne veux pas vous obliger, on peut. Mais, Oui, non. Peut-être un petit mot sur ce qu'a dit Mathéo sur cette question des emboîtements d'échelle. Effectivement, alors nous, à la Fondation de France, vous l'avez compris, on agit avant tout à un niveau local, je dirais même très local, sur les territoires. Mais de plus en plus, on se préoccupe effectivement de on en revient à la question de l'impact des projets. Alors, c'est la temporalité, bien sûr, sur le long terme,
Pour faire cela, ça veut dire qu'en tant que, je dirais, bailleur de fonds modeste, hein, si on compare les chiffres avec l'AFD, par exemple, bien sûr, nous sommes très, très modestes. Mais justement, essayer, je parlais de synergie tout à l'heure, mais d'aller trouver les autres projets qui eux-mêmes sont soutenus par d'autres bailleurs de fonds. Et puis, je dirais, au niveau du territoire, monter petit à petit en échelle de gouvernance. Je pense sur le territoire français, par exemple, bien sûr, au niveau des agglomérations ou des départements ou des régions. Et c'est la même chose sur les territoires outre-mer. Mais c'est une vraie préoccupation. Et à un moment donné, on rejoint effectivement tout le système, je dirais, de financement de bailleurs de fonds beaucoup plus importants, comme par exemple l'AFD, et qui se situe, lui, à une échelle, peut-être à une échelle de gouvernance, pas tout le temps, mais en tout cas souvent beaucoup plus importante. Et à mon avis, quand je parlais tout à l'heure de coordination ou de synergie entre bailleurs de fonds, c'est peut-être cela aussi qu'il faut rechercher sur les territoires par rapport à ces questions, encore une fois, de biodiversité, mais que nous, à la Fondation de France, on ne veut absolument pas détacher des activités, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Mais l'économie bleue, qu'est-ce que c'est sinon des activités traditionnelles comme la pêche? Et puis, alors par contre, des activités nouvelles comme effectivement l'énergie éolienne en mer. Et là les investissements ne sont pas petits venant du milieu industriel. Et toute la question est de faire en sorte effectivement que ces investissements industriels, bien sûr, consacrés au développement technologique et à la question de la production énergétique, mais soient aussi des investissements qui soient profitables aux territoires des littoraux qui se trouvent à hauteur de ces parcs marins éoliens. Donc il y a une sorte de redistribution de la ressource qui, à mon avis, est extrêmement intéressante aujourd'hui au nom de cette économie bleue et du développement de nouvelles activités qui véritablement deviennent un enjeu primordial entre le développement local de territoire et puis, je dirais, le développement d'un ensemble venant servir les besoins énergétiques d'un pays ou de toute une région. Cette question de redistribution et de distribution équitable des ressources au sens large du terme. Merci beaucoup, Mathilde. Je vous en prie. Je voulais réagir parce qu'au final, j'ai toujours pas réagi sur la question de la coordination, notamment ce que je voulais faire dans ma première intervention, mais j'avais trop de choses à dire. Le sujet de la parcellisation, de la dispersion, de la multiplication des acteurs est absolument légitime. Il n'y a pas que Madagascar qui a des groupes de coordination des bailleurs, mais c'est pas suffisant. Et d'abord, il n'y en a pas partout, et en plus, même un groupe de coordination de bailleurs n'est pas suffisant. En particulier sur les sujets biodiversité. Moi, je viens plutôt du monde du climat, donc les sujets biodiversité sont plus récents pour moi. Et il y a une dispersion presque encore plus forte, parce qu'il y a plus d'acteurs. Notamment, il y a de très grosses ONG que vous connaissez qui sont des acteurs absolument majeurs, qui ont leur propre stratégie, etc. Il y a des fondations énormes, encore plus grosses que la Fondation de France ou la Fondation de Monaco, avec tout le respect, évidemment. Mais donc, il y a ce travail de coordination, il est, je trouve, encore plus important et complexe à réaliser sur les sujets de biodiversité. Et les solutions sont que locales. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut, et c'est ce que disait Yves au final, en fait, je pense que on n'y arrivera que soit déjà sur des États, ça serait bien qu'on ait un travail un peu plus coordonné, c'est ce qu'on essaye de faire entre différentes capitales sur les sujets forêts, par exemple. Mais c'est surtout au niveau local, au niveau des territoires qu'il faut réussir à faire cette coordination. C'est très difficile, c'est un temps absolument en ressources humaines très conséquent, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on le fait tous mal.
parce qu'on on a notre propre logique de productivité et du coup, ce temps de coordination locale est très difficile à réaliser. Après, il y a un certain nombre d'initiatives, de pilotes, de réflexions autour de ces logiques juridictionnelles, territoriales qu'il faut suivre, y compris sur la mobilisation de crédit carbone, sur des programmes qui impliquent différents acteurs économiques, publics, privés, sur différentes chaînes de valeur de l'économie bleue ou de la lutte contre les pollutions. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut effectivement prêter attention parce que c'est de l'innovation organisationnelle qui pourra peut-être nous aider à faire mieux, parce que je prends tout à fait le point que on a tous un grand progrès à faire de ce point de vue-là. Merci Mathilde, je pense qu'on va pouvoir conclure sur vos paroles. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que on voit quand même qu'il y a c'est une vision optimiste du financement de l'action Océan Climat Biodiversité que vous nous avez fait offert aujourd'hui, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une diversité d'acteurs qui se sont saisis du sujet, mais depuis, alors voilà, peut-être qu'on est en terrain conquis, mais ça fait des années que vous travaillez respectivement sur ces sujets. On ne peut qu'espérer que ça s'étale et qu'on ait de plus en plus voilà, de financement. On sait qu'il y a un besoin, mais on sait qu'il y a des actions qui sont prises pour y répondre aujourd'hui. Et la vision que vous nous offrez du futur du financement de l'action au Centre Climat Biodiversité est très positif. Je tiens donc à vous remercier d'avoir pris le temps de nous livrer sur ce sujet qui peut vite être technique et les questions en témoignent un petit peu, mais j'espère qu'on aura à d'autres occasions pour un peu plus creuser tout ce sujet. Mais voilà, de nous avoir délivré votre éclairage et vos expériences concrètes, mais aussi votre vision pour l'avenir de ce sujet. Merci également à tous et à tous nos participants pour leur intérêt dans cet événement et d'être restés avec nous. Donc la vidéo de l'événement sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite donc une très belle journée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous Océan et Climat. Au Merci. revoir, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.